Bonjour. Donc, je vais attendre jusqu'à 11h02. Généralement, je laisse toujours 2 minutes pour que les autres personnes puissent arriver. Je démarre à 11h02 en 2 petites minutes. Bonjour, au fur et à mesure que vous arrivez, donc, je démarre d'ici 2 petites minutes, le temps que les retardataires puissent, prendre place. Bonjour Yvette, bonjour Christelle. Attends, je sais pas si vous m'entendez, ça doit qu'il y ait un petit voilà, c'est bon, c'est revenu. Bonjour Karine. Allez, je démarre d'ici 15 petites secondes. Parfait. Allez, je vais démarrer. Donc, bonjour à toutes et tous. Merci du coup d'avoir répondu présent. Vous êtes nombreux à vous être inscrits, moins nombreux à être présents, mais ce qui est tout à fait normal. Pour tout de suite éclaircir ce sujet, la présentation vous sera envoyée par mail à l'issue de notre échange et le webinaire est enregistré, donc vous recevrez le replay par mail. Donc voilà, si jamais certains doivent s'absenter ou quoi en cours de route, rassurez-vous, vous aurez tous les éléments. Donc, on va traiter ensemble aujourd'hui un sujet qui canalise beaucoup, l'IA risque ou opportunité. Alors, c'est un sujet important, donc il nous a paru essentiel chez 3P de rappeler quelques fondamentaux sur l'IA. Déjà, de démystifier un petit peu l'IA. Aujourd'hui, les enjeux sont très importants, à la fois des enjeux financiers, ce qui amène bien sûr à tout ce, on va dire, ce tapage médiatique autour de l'IA. Et du coup, ça canalise beaucoup d'attention, ça, beaucoup de peur aussi, hein. Beaucoup de personnes ont un peu peur de l'IA en se disant ça va remplacer l'être humain ou voilà, c'est quelque chose qui risque de dominer l'homme plus tard. Voilà, donc il y a beaucoup de conspirations autour de ça. L'idée, c'est de reposer les fondamentaux, se dire, en fait, c'est de quoi on parle exactement, c'est quoi l'IA. On va déjà attaquer là-dessus et puis petit à petit, on arrivera sur le vif du sujet, les enjeux. Est-ce que vraiment c'est un risque ou est-ce que c'est une opportunité pour vous et par quel bout commencer si vous souhaitez vous y mettre? Donc voilà le sommaire qui nous attend. On va rappeler un petit peu d'histoire et d'évolution de l'IA, parce que l'IA, c'est pas du tout d'aujourd'hui. On va voir que ça a démarré déjà dans les années 50 et même avant, il y avait des choses, mais le concept est vraiment arrivé dans les années 50. Ensuite, ça a pris de l'ampleur, mais ça a mis beaucoup de temps en fait à prendre l'ampleur. Et c'est vraiment un sujet qui a pris de l'ampleur très récemment avec l'IA générative. Alors tous ces mots, IA faible, forte, générative, symbolique, il y en a plein d'autres qui caractérisent des petites parties de l'IA ou qui vont décrire des concepts de l'IA, ça fait beaucoup de vocabulaire.
Et comme à chaque fois, nous, on aime bien définir les mots pour comprendre de quoi on parle et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc, on commencera par là. Et ensuite, on arrivera, comme je vous ai dit, sur le vif du sujet, les biais, la transparence, responsabilité, impacts sociétaux et professionnels, donc toute la partie risque. Et ensuite, les opportunités, comment les saisir. Donc, si jamais vous avez des questions au fil de l'eau, vous pouvez utiliser le chat de Teams. Il est prévu pour ça. Je vais veiller à être aussi réactif que possible. Comme je vous l'ai dit, je suis tout seul aujourd'hui, donc peut-être je peux rater un message et je le verrai après. Donc, mes excuses si j'ai un petit délai, mais je veillerai en tout cas à faire des petits temps de pause pour y prêter attention. Donc, on commence par l'histoire et évolution. Alors, dans l'histoire de l'IA, c'est quelque chose qu'il faut déjà toujours mentionner, la partie historique, parce que souvent, on a tendance à griller les étapes. L'être humain a un cerveau qui est globalement assez fainéant, et donc il tend à griller des étapes pour tout de suite se mettre dans le vif du sujet, allez, je me mets à l'IA, sans trop savoir en fait d'où ça part. Et qu'est-ce que c'est exactement? Quels étaient les objectifs de ceux qui sont à l'initiative de l'IA, pour bien comprendre ce que c'est. Depuis les années 50, le démarrage, c'était le test de Turing et jusqu'à ELISA, on était dans une IA qui était une IA tout à fait basique, qui s'appelle IA symbolique. Le test de Turing en 1950, qu'est-ce que c'était? C'était un test qui avait pour objectif de mélanger une personne qui remplaçait, enfin une machine qui remplaçait une personne, plusieurs personnes, tout le monde devait écrire, dialoguer ensemble, et il y avait un juge, et le juge devait vérifier, dans toutes ces personnes, il devait détecter la machine. Et s'il ne détectait pas la machine, ça veut dire que la machine était performante et donc qu'elle était devenue intelligente. L'objectif de Turing était donc de démontrer que la machine pouvait paraître intelligente en utilisant un langage qui était très proche du langage humain. Ensuite, on a eu donc la conférence de Dartmouth en 56 qui a posé les bases en indiquant ce que c'était que l'intelligence artificielle et les grands objectifs. Ensuite, la machine ELISA est apparue, qui est un programme informatique développé par le MIT qui utilisait le langage naturel. Grandes étapes ensuite, à partir des années 80, on arrive sur les réseaux de neurones et ces étapes ont été relativement loin jusqu'ici dans les années 2000, 2010 environ. Donc les réseaux de neurones, qu'est-ce que c'est? C'est en gros des recherches qui sont faites au départ sur l'IA pour se focaliser sur le raisonnement logique, basé sur les connaissances plutôt que des simples algorithmes comme auparavant. Donc en 97, on a la machine Deep Blue qui est apparue. Alors il y a un super film, ce que je disais tout à l'heure, et apparemment j'étais seul, donc je prie de m'en excuser. Deep Blue, en fait, c'est une machine qui a été développée par IBM et son objectif a été de se mettre en compétition avec Kasparov, qui était un grand champion d'échecs. Et en fait, la machine a fini par battre Kasparov aux échecs. Donc là, ça démontrait que la machine avait des super puissances, une capacité de réflexion très importante. On arrive ensuite dans les années 2000 au deep learning, l'apprentissage profond, qui est plus poussé que le réseau de neurones qui s'appelle aussi machine learning, en ajoutant des couches successives d'algorithmes qui vont être capables d'avoir un processus assez proche de la pensée humaine, qui est capable de résoudre des problèmes complexes. Arrivent ensuite les assistants vocaux en 2010, très utilisés dans le domaine médical ou dans le domaine juridique notamment. Après, en 2014, qui est vraiment la grande introduction de ce qu'on connaît aujourd'hui, les GAN. Donc, les GAN ont été capables de générer des images, par exemple, des photos, des peintures. Et donc là, le but des GAN, pour comprendre comment ça fonctionne, c'est deux réseaux de neurones, donc avec une réflexion relativement complexe, qui se mettent en compétition. Il y en a un qui génère un échantillon et il y en a un autre qui a pour objectif de détecter si l'image est réelle. Donc celui qui crée l'échantillon le crée de toutes pièces, c'est une machine. Donc il va tenter de tromper celui qui essaye d'identifier si c'est une réelle jusqu'à le tromper complètement et donc ça produit un contenu très proche du réel, mais qui bien sûr n'est pas réel. Les photos ne sont pas réelles ou les dessins ne sont pas dessinés par une personne. Ensuite, en 2016, on a AlphaGo, qui est un programme qui est détenu aujourd'hui par Google. C'est un programme de jeu de Go. Donc, le jeu de Go est très complexe avec des tonnes de possibilités. Donc, le programme était capable de jouer au jeu de Go et de battre également les champions. Et après, 2018-2022, on arrive sur la partie GPT, donc ChatGPT, ce qu'on connaît aujourd'hui, Copilot, etc., qui sont ce qu'on appelle des IA génératives, donc elles qui servent à générer des contenus, du texte, des images, des vidéos. Ce
qu'on commence à comprendre ici, c'est que le démarrage de l'IA, c'est pas forcément de créer un programme qui est intelligent, mais qui donne l'apparence d'être intelligent et au fur et à mesure en utilisant le langage humain. Donc voilà, et c'est là-dessus que on va continuer à avancer en donnant quelques définitions d'IA faible, IA forte, IA générative et autres. Donc tout d'abord, définissons ce qu'est l'IA. L'IA, c'est une technologie qui permet aux ordinateurs et aux machines de simuler l'apprentissage, de simuler la compréhension, la résolution de problèmes, la prise de décision, la créativité et l'autonomie de l'être humain. Son but est de simuler. Ce n'est pas d'être un professionnel de l'apprentissage, de la compréhension, de la résolution de problèmes. C'est avant tout de simuler. Ensuite, ça c'est l'état actuel. Et puis ensuite, il y a ce qu'on en fera plus tard, qui reste hypothétique. Donc pour synthétiser, on a une IA dite symbolique, qui était entre les années 50 et on va dire 70 à peu près, jusqu'à 80 à peu près. Donc ça, c'est les débuts de l'IA. Ça utilise que des règles logiques codées par l'être humain. Ça ne fait pas beaucoup d'erreurs, c'est juste l'objectif, c'est de raisonner plus vite que nous, on le ferait par quelque chose de assez standard, avec des modèles. Par exemple, pour un diagnostic médical. Ensuite, on a l'IA dite faible, c'est l'IA d'aujourd'hui. Elle exécute des tâches, mais ne comprend pas la réalité. C'est-à-dire, elle n'a pas conscience d'elle-même, elle n'a pas conscience de son environnement, elle n'est pas capable de ressentir les choses, elle n'a aucune intuition. Donc elle fait des choses extraordinaires, mais c'est toujours pas un être humain. Et ensuite, la partie hypothétique qui fait justement jaser un petit peu, c'est l'IA forte. Celle que tout le monde aimerait bien, et la confusion, c'est quand les gens ne connaissent pas l'IA, ils sont déjà dans l'IA hypothétique, pensant que l'IA va tout de suite remplacer l'être humain et faire toutes les tâches de l'être humain. Nous n'y sommes pas. Là, l'IA forte, l'idée, c'est qu'elle serait capable de comprendre, d'apprendre, de s'adapter à n'importe quelle tâche humaine, comme un humain. Donc, il faudrait qu'elle ait des intuitions, qu'elle soit capable de prendre des décisions très complexes à des instants T, qu'elle ait des émotions, par exemple. Et on n'y est pas du tout. Ensuite, ce dont on parle beaucoup en ce moment, qui est un peu à part, je l'ai mis en vert parce que c'est actuel, comme l'IA faible, ça fait partie de l'IA faible tout simplement, c'est l'IA générative, celle sur laquelle on va se concentrer essentiellement aujourd'hui, qui génère du texte, des images, des vidéos, du code et bien d'autres choses à partir d'une requête en langage naturel, c'est-à-dire qu'il utilise des mots, mais quelle que soit la langue, le français, l'anglais, l'italien, peu importe. Alors, cette IA générative, comme ChatGPT par exemple, on va pouvoir dialoguer avec elle. D'où le fait que vous retrouvez souvent le mot chat. Il y a un lieu dans lequel on va effectuer notre demande, notre requête qui s'appelle un prompt pour obtenir nos résultats. Et un dialogue va se mettre en place avec la machine pour générer ces contenus et les faire évoluer. Voilà le contexte. Quelques exemples d'IA générative qui ont un chat. ChatGPT, le plus connu, le plus utilisé. On a Claude d'Anthropic. Anthropic, c'est la structure, qui est un ancien en fait d'OpenAI qui a ouvert sa propre structure. Gemini AI, qui appartient à Google. DeepSeek, qui est chinois. Copilot de Microsoft. Meta, c'est Facebook, Meta. Et le chat, le petit français Cocorico, de Mistral. Qu'est-ce qu'on voit d'ores et déjà? États-Unis, 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 partout, un petit chinois et puis la France. Donc les Chinois sont très en avance sur l'intelligence artificielle, mais un petit peu moins que les États-Unis. Et nous, Français, on est très à la traîne pour des raisons financières que je vais vous présenter juste après. Alors, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet sur la partie risque. Ce webinaire s'appelle Risque ou opportunité. On va voir ici tout le risque et les enjeux autour de l'IA, et puis essayer d'en démystifier certains, et puis attirer l'attention sur d'autres, parce qu'il y en a qui sont très importants effectivement. Alors, premier point, les enjeux financiers, qui permet de comprendre pourquoi on parle tant de l'IA. Alors j'ai ressorti ces statistiques qui sont, je ne vous le cache pas, difficiles à trouver. En fait, l'IA, c'est quelque chose, comme tout ce qui est nouveau, qui génère beaucoup de peur, beaucoup d'attentes, mais en réalité, c'est beaucoup une affaire de gros sous. Et on va le voir ici. Et on manque beaucoup de données, hein, il n'y a pas beaucoup de transparence des entreprises qui génèrent l'IA. Typiquement, si vous cherchez la rentabilité de ces entreprises, pour la partie IA, bah, je vous souhaite bon courage. Moi, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai trouvé quelques infos sur OpenAI et ça s'arrête là. Alors, quels sont les pays où l'on investit le plus dans l'IA? Ce document, c'est de 2013 à 2022, donc c'est pas tout à fait aujourd'hui, c'est un rapport de 2023.
Mais en tout cas, ça donne une idée un peu de la compétition entre les pays. Vous voyez ici les États-Unis. Donc c'est en milliards de dollars. On est environ à 250 milliards de dollars d'investissement. Les Chinois, qui sont un petit peu en retard. Ensuite, la Grande-Bretagne, etc., etc., tous les autres pays. Ce qui aurait été intéressant, c'est de faire Europe plutôt que de séparer chacun de ces pays. Mais en soi, ce qu'on voit, c'est que bon, bah, définitivement, les États-Unis sont très loin devant. Ils ont misé tout leur, ils ont canalisé en tout cas un maximum d'argent ici pour essayer de mener la course, hein. Et c'est le cas aujourd'hui. Ils mènent clairement la course. Maintenant, c'est bien de mettre beaucoup d'argent, mais est-ce que c'est rentable? Donc ça a démarré en 2022, l'IA générative. Donc, à partir de ces gros investissements, donc là, on voit que c'est jusqu'en 2022, c'est là où, en gros, ça démarre vraiment. Donc, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris, par exemple, OpenAI, la valorisation, qui est le petit graphique qui est ici. Donc, la valorisation, c'est la capitalisation boursière de cette entreprise. Combien elle vaut ou quelle est sa valeur perçue au vu de ses actifs, au vu de, voilà, de son potentiel et ainsi de suite. On constate ici une évolution en 6 ans. Vous voyez, ça a été multiplié par, je ne sais pas, quelque chose comme 100. Les chiffres sont un petit peu petits ici de mon côté, mais en gros, vous avez une entreprise qui a mais explosé, vraiment explosé en termes de valorisation. Alors, elle a explosé, mais beaucoup d'argent ont été investis dans cette structure. Donc, la question que je me suis posée, mais c'est est-ce que c'est vraiment rentable à faire? Donc ici, on retrouve un petit graphique où vous voyez donc en vert le revenu et en bas, vous verrez le résultat. Donc vous voyez que ici, le revenu, c'est son chiffre d'affaires et en bas, vous retrouvez les résultats. Et effectivement, c'est pas du tout rentable. Donc sur à peu près 5 milliards de chiffres d'affaires qui sont prévus en 2026, sont prévus aussi 5 milliards de pertes. Donc vous voyez que les coûts sont colossaux, les investissements sont incroyables. Du coup, on espère que ça va être au rendez-vous, mais en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et ça, c'est important de le rappeler parce qu'on a l'impression que c'est quelque chose, aujourd'hui, il y a beaucoup de gains, il n'y a pas encore beaucoup de gains. Les gains viendront après. Aujourd'hui, c'est surtout des outils gratuits, faire en sorte que, ou pas très cher, faire en sorte que tout le monde accède à ces outils, et ensuite, la rentabilité viendra. Donc, ça va prendre du temps. Ce qu'on constate en synthèse, les États-Unis sont le premier investisseur et la Chine juste derrière. Nous, on découvre peu les outils chinois parce que l'Europe est plus proche des États-Unis que de la Chine. Donc, et on a tendance à penser que les outils chinois vont être là pour nous espionner. Pour l'IA, c'est pas tout à fait le cas, c'est même plutôt l'inverse. L'outil chinois a été démontré comme étant l'un des plus fiables et plus fiable que certains outils américains qui diffusent des informations fausses en partie en tout cas. Alors ensuite, les investissements sont colossaux, sont vraiment extrêmement importants. On le voit ici avec des disparités très importantes entre les pays. Les enjeux financiers sont donc très importants. Et enfin, la valorisation d'OpenAI qui a une croissance fulgurante, ça c'est vrai, mais par contre, OpenAI n'est pas encore rentable. Elle enregistre des milliards de pertes. Donc c'est un point d'attention super important. Certains parlent d'une bulle qui risque d'éclater. En gros, il y a deux chances, hein, soit ça marche pas. Si ça marche, ça risque d'exploser. Si ça marche pas, les investissements étant tellement importants, le risque est important, la chute sera tout aussi importante. Il y a peu de chances que ça se produise, mais ça pourrait. Donc, en gros, en synthèse, les enjeux financiers étant importants, la communication qui va avec l'est aussi. Donc, attention aux fausses promesses. Vous avez beaucoup de structures, certains consultants notamment, et des structures qui vendent de l'IA, qui vont tenter de vous faire valoir une hausse de la productivité de 20%. J'ai même été démarché en tant qu'entreprise à plusieurs reprises, où on m'a dit, vous aurez une hausse de la productivité d'environ 20%. Ce chiffre, il sort de nulle part, hein. Pour avoir fait énormément de recherches, il y a eu une idée qui a été qu'on pouvait gagner jusqu'à 7 points de PIB, des choses comme ça, mais c'est des travaux qui ne sont pas confirmés. Ensuite, on vous dit aussi un autre argument qui est souvent prononcé par les structures qui vendent de l'IA, pour 20 euros par mois, vous remplacez l'équivalent d'un salarié. Donc ça peut faire peur, hein, mais je mets les deux pieds dedans pour que vous compreniez un peu l'idée. Donc pour 20 euros par mois, vous avez un outil. Aujourd'hui, en gros, c'est des couches successives. Vous avez ChatGPT, vous connaissez, qui est gratuit. Puis après, avec des outils payants, vous pouvez avoir des choses spécifiques. Un outil qui génère des images qui sont extraordinaires. Vous pouvez faire des retouches, des choses comme ça, tout assisté par l'IA. Vous pouvez mettre en place des automatisations à l'intérieur de vos applicatifs, dans Outlook et compagnie. Et chaque petit outil coûte à peu près aux alentours de 20 euros par mois. Donc pour ça, ils utilisent ces 20 euros par mois comme référence. Et le dernier point, c'est qu'on vous dit, avec l'IA, vous créez des contenus de qualité. Alors oui, mais il faut savoir s'y prendre. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble.
Les enjeux éthiques de l'IA. Alors les enjeux éthiques de l'IA, beaucoup sont dits dans les médias pour faire un peu parler et ce qui fait peur, c'est aussi quelque chose qui intéresse. On le sait, c'est un mécanisme qui est utilisé en communication depuis très longtemps. Vous essayez de mettre en place un mythe et ce mythe bah, tout le monde va essayer de réfléchir dessus et pendant ce temps, tout le monde parle de l'IA. Ce qui est très bien, l'IA est un outil intéressant, mais en tout cas, il faut parfois prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui est dit. Alors, quels sont les enjeux éthiques de l'IA? Premièrement, autonomie et responsabilité. Le risque, c'est un risque de délégation excessive. Alors ça, j'ai assisté il y a 2 semaines à une conférence qui était organisée par Michelin, qui est à Clermont-Ferrand, à côté d'où j'habite. Dans cette conférence, la personne qui était spécialiste de l'IA, il était ce qu'on appelle prospectiviste, et ce monsieur, il expliquait que c'était l'un des premiers risques sur lequel ils ont travaillé, le risque d'une trop forte délégation qui fait qu'après, vous ne pouvez plus vous en défaire. Vous payez X abonnements, vous déléguez une grande partie de choses à l'IA et à la fin, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Donc c'est un sujet qu'ils ont vraiment traité. Ensuite, la forte dépendance à la machine. Si vous déléguez beaucoup à la machine, vous risquez de perdre la compétence qui est associée à force de trop dépendre de cette machine. Donc vous risquez de perdre en autonomie. Ça, c'est un premier risque qui est vraiment à prendre en compte quand on considère l'IA. Ensuite, au niveau de la qualité, de la quantité, de la pertinence des données. Alors, on parle d'hallucination de l'IA, c'est quelque chose qui est dit souvent. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle voit des éléphants roses, ça veut simplement dire que parfois, elle perd le fil, l'IA. Et elle peut faire des erreurs, évidemment, interpréter, c'est-à-dire qu'elle va interpréter ce que vous voulez dire d'une façon qui n'est pas forcément celle que vous vouliez dire, et elle va inventer aussi des histoires. Il faut savoir que l'IA, elle est programmée pour systématiquement répondre à votre demande. Elle ne saura jamais vous dire « je ne sais pas ». Donc elle vous répondra toujours quelque chose. Plus ça va, plus ça semble être juste, mais attention, il y a beaucoup d'approximations. Des exemples très concrets que j'ai rencontrés très récemment sur des sujets comme la paye ou les RH. Donc dans les entreprises, vous avez par exemple des salariés qui vont demander à ChatGPT combien ils ont droit de congés, est-ce qu'ils ont droit à un 13e mois. Il faut savoir que tout ça, c'est des choses qui se trouvent pour la plupart du temps dans des conventions collectives. Et l'IA va aller chercher des infos qui lui semblent génériques, mais il ne va pas forcément vous interroger sur votre secteur d'activité. Et donc pour aller chercher ensuite la convention collective. Donc attention à ces choses-là. Même chose, si vous demandez trop d'informations dans un chat à l'IA, vous lui demandez 150 000 choses et vous revenez sur ce que vous lui avez dit tout au début, sa mémoire est très limitée. Elle est limitée à une conversation et encore, même parfois on voit qu'il y a des limites. Et c'est là où elle va inventer un peu des résultats qu'elle ne vous a pas donnés en fait. Donc attention, comme l'histoire de la souris, elle peut, que je vous ai cité tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez écouté, mais sinon je le répéterai un peu plus tard, des tests que moi j'ai développés et on se rend compte qu'elle ne fait pas la distinction entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Elle tente de le faire au départ, puis ensuite elle perd pied. Donc attention aussi, quand vous ouvrez des IA génératives, surtout pour les jeunes, il est bien indiqué en bas, par exemple pour ChatGPT, chaque GPT peut commettre des erreurs. Il est recommandé de vérifier les informations importantes. Aujourd'hui, beaucoup de personnes font 100% confiance à l'IA et interprètent les résultats comme étant systématiquement vrais. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des approximations. Il faut savoir qu'il existe aussi des tentatives de perturbation de l'IA de la part de pays étrangers qui cherchent à déstabiliser. Vous avez compris que les investissements financiers sont très importants, donc ils cherchent à déstabiliser en créant de faux sites Internet qui divulguent des fausses informations qui font partie de la base de données utilisée par l'IA. Et donc l'IA va restituer ces informations qui sont en fait erronées. Ensuite, un risque qui est pour moi de loin le plus important, c'est le work slop qui, pour ça fait beaucoup d'anglicisme, je m'en excuse, mais en gros, c'est une illusion de qualité. C'est en gros une grosse soupe que vous fait l'IA. Vous lui demandez de faire un courrier de réclamation, par exemple. Il va vous faire un très joli courrier, super bien rédigé, mais parfois dénué de sens ou non contextualisé. Et ça, c'est quelque chose de très courant dans l'IA. Vous générez une image, vous dites, ouais, c'est super, mais un graphiste vous dirait, c'est pas que c'est mal, ça véhicule rien du tout, en fait, ton image. Elle est jolie, mais elle véhicule rien. Donc, un expert en communication ou un graphiste verrait tous les défauts de cette image. Un débutant ne les voit pas. Donc quelqu'un qui s'improvise, je ne sais pas, mathématicien du jour au lendemain, il demande à l'IA de faire des super calculs, il est impressionné. Mais un mathématicien dirait oui, c'est bien, mais pour le coup, j'aurais peut-être abordé d'une autre façon, j'aurais demandé ma requête d'une autre façon.
Donc attention à l'illusion de la qualité qu'on trouve beaucoup notamment sur LinkedIn avec beaucoup d'articles qui perdent du sens rédigés par l'IA. Ayant pris du retard au départ, je vous prie de m'excuser, je vais finir un peu plus tard. L'idée, c'est d'aller au bout de cette présentation. Vous allez voir, elle n'est pas très longue, mais je vais finir avec un peu de retard. Ensuite, le biais algorithmique. Donc le biais algorithmique, c'est qu'en fait, les données qui sont utilisées par l'IA pour l'entraîner, donc l'IA a plusieurs phases dans son développement. Elle a des données qui sont utilisées pour l'entraîner, pour qu'elle devienne compétente. Puis ensuite, quand elle est mise sur le marché, c'est vous, avec vos requêtes, qui allez continuer à l'entraîner en lui fournissant des contenus. Et donc les données d'entraînement qui sont fournies au départ vont la pousser à avoir des préjugés. Alors, quelques exemples de requêtes que vous pouvez tester, que j'ai clairement tapé dans ChatGPT et autres. Vous lui dites, à ton avis, quel est mon repas préféré? Il va localiser où vous êtes, en fonction de votre adresse IP, et vous répondre par rapport à ça. Donc, par exemple, moi, il m'a dit, ben, ton repas préféré, c'est par exemple la tartiflette, c'est le bœuf bourguignon. En gros, il a pris l'image caricaturale du bon français et m'a sorti des repas typiquement français. À aucun moment, il a cherché à essayer que je lui dise, mais en fait, c'est quoi, je ne sais pas, est-ce que je suis végétarien, est-ce que je suis intolérant à quelque chose, est-ce que je n'aime pas tel légume. Donc en fait, il va caricaturer à chaque fois les situations. Autre chose que je lui ai demandé, je lui ai dit: «Fais un portrait physique d'un PDG». Vous avez ce que vous imaginez tout de suite quand je vous dis un PDG, un homme en costume cravate. Aujourd'hui, un PDG, c'est plus un homme en costume cravate, ça peut être déjà une femme, pour commencer, et deuxièmement, pas nécessairement en costume cravate. Je suis moi-même, président, je suis aujourd'hui en t-shirt, donc ça a aucun sens. C'est quelque chose qui est très caricatural. Effectue une description visuelle d'une maison. Alors la description visuelle d'une maison, là, c'est typiquement américain ce qui va vous répondre. Donc c'est une grande maison avec une terrasse, une piscine et compagnie. La maison du français moyen, c'est pas tout à fait ça. Donc c'est pour vous dire que c'est caricatural parce que les données qui lui ont été données au départ sont assez limitées. Et vu que c'est développé par des Américains, c'est globalement américain. Ensuite contextualisé à certains pays, parfois. Ensuite, au niveau de la réglementation, bah là, c'est un gros sujet. C'est toujours la course entre le chat et la souris, le gendarme et le voleur. Le voleur a toujours un train d'avance sur le gendarme et c'est ce qui se passe avec l'IA. Vous avez la RGPD de 2016 pour le respect de vos données privées. L'IA, elle outrepasse largement la RGPD aujourd'hui et on ne peut pas faire grand-chose. Ça va trop vite, c'est opaque, c'est trop difficile en tout cas d'aller taper sur les doigts puisque le temps rien que de faire une enquête, l'IA a déjà un train d'avance gigantesque. Ensuite, l'IA Act qui est en cours en tout cas, que vous pouvez trouver sur le site de l'Union européenne, qui essaie de cadrer un petit peu les usages de l'IA, qui est intéressant, mais qui a encore déjà un train de retard. On est en 2025, en seulement un an, l'IA a explosé aujourd'hui et est capable de créer des œuvres d'art qui imitent n'importe quel artiste sans demander des droits d'auteur. Voilà, c'est comme ça. Ensuite, une difficulté donc de ce que je disais de régulation, car une rapidité de développement et un manque de transparence. Et enfin, il y a des lobbies très importants, ce qu'on appelle des GAFAM, Google, Amazon, Facebook et compagnie, à Bruxelles. Donc le budget des GAFAM pour les lobbies, en particulier à l'IA, Google étant en tête, dépasse largement ceux de l'industrie. Pour vous donner une idée, ils ont même dépassé l'industrie pharmaceutique cette année. Donc ils ont un poids qui est tellement important aujourd'hui qu'ils représentent même pas, enfin plus que ce que font certains États en termes de PIB. On a du mal à faire le poids. Et donc ça, ce sont des vrais enjeux, en tout cas éthiques. Les impacts sociaux et sociétaux. On va mettre quelques chiffres pour que ce soit clair juste après. Je vais aller assez vite parce que je pense que vous avez déjà une idée de lesquels c'est. La perte d'emploi et de compétences. J'en ai parlé tout à l'heure. On recherche l'augmentation de la productivité. L'IA, eh ben, parfois, elle est plus fiable et moins coûteuse qu'un salarié. C'est la pure vérité et c'est pas contestable. Donc c'est un fait, voilà, il faut vivre avec. Mais effectivement, c'est un impact qui peut être très important et on va le voir, ça a été chiffré par ceux qui fabriquent l'IA. Ça fait froid dans le dos. Après, voilà, il faut le prendre avec des pincettes. La société sait s'adapter, mais en tout cas, il y aura des impacts, c'est certain. Et la personne de chez Michelin l'a dit clairement, par exemple, quand j'y étais. Suppression de certains métiers. Définitivement, des métiers vont disparaître. Un métier que j'ai vu qui est en tête des listes, le métier de codeur, les informaticiens. Les informaticiens n'ont jamais connu le chômage auparavant, hein, ou très difficilement aujourd'hui.
C'est pas le cas. Rien que chez nous, on a plusieurs informaticiens qui sont sans emploi. Est-ce que c'est lié directement à l'IA? Dur de le dire, mais pour vous donner un exemple, chez Microsoft, rien que cette année, 9000 emplois ont été supprimés directement liés à l'IA. Donc c'est pas forcément les gens retrouveront autre chose et peut-être même au sein de Microsoft, mais en tout cas, c'est des emplois qui sont disparus. La désinformation et la perte du sens de la pensée critique. Alors ça, c'est un risque pour moi qui est extrêmement important, qui passe même devant le risque de perte de compétences. C'est que l'IA vous fournit un seul résultat. Elle vous fournit un seul résultat, donc elle restreint votre champ de pensée. Ensuite, au-dessus, vous aviez avant la recherche Google, qui restreignait déjà votre résultat en vous proposant 10 choix de réponses sur la page 1, mais déjà il y a le choix. Mais vous mettez en top certaines. Et donc, ça restreignait votre choix, parce que les 3 quarts du temps, on clique sur les premiers résultats. Puis avant ça, il y avait les livres. Vous preniez une encyclopédie, ben vous étiez obligé de prendre la table des matières, vérifier, regarder, chercher. Et donc là, vous étiez vraiment dans l'esprit critique, la recherche et tout ça. Donc on le voit que ça tend à se restreindre. On tend à vous proposer une seule solution. Ça, c'est pour moi un gros problème. Et effectivement, il faut éduquer les gens sur l'utilisation de l'IA pour qu'ils puissent sortir de ce cadre et toujours garder la main sur l'outil. C'est très bien qu'ils proposent une solution, mais il en existe d'autres. Et donc, il faut inciter l'IA à aller vous en proposer d'autres. Et là, ça devient intéressant. Ne pas faire une confiance aveugle dans les résultats qui sont fournis. Alors, j'ai fait le choix de ne pas mettre la stat aujourd'hui pour essayer de condenser un peu la présentation. Il faut savoir qu'il existe un outil accessible en ligne. Je vous partagerai le lien par mail tout à l'heure qui permet de vérifier, enfin, c'est une étude qui est faite tous les mois sur le taux d'erreur fait par les IA, taux d'approximation, d'erreur, d'hallucination. Aujourd'hui, ça fait un peu peur aussi, on est à 35% de résultats erronés. 35%, c'est beaucoup trop. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel les outils travaillent beaucoup. Ils ont amélioré plein de choses, la pertinence des recherches, la contextualisation, tout ça. Mais au niveau des erreurs, pour le coup, la quantité d'erreurs tend à augmenter. Ensuite, un partage inégal de la valeur et une perte de souveraineté. Alors, partage inégal de la valeur, si on raisonne de façon macro, au niveau du monde entier, le PIB, c'est en gros un jeu à somme nulle. Vous avez globalement, le PIB va augmenter de pas beaucoup. Et la part, par contre, du gâteau, le gâteau va être partagé différemment selon les pays, puis après selon les secteurs d'activité, puis selon les entreprises. Et c'est là où si de très gros, comme Google, Amazon, Facebook, prennent tous les marchés, ça veut dire qu'ils captent une partie importante de la valeur et donc il reste moins de parts de gâteau aux autres, concrètement. Donc à moins de développer le PIB de façon massive au niveau mondial, si c'est un jeu à somme nulle, ça veut dire qu'il y aura des perdants, très concrètement, et des perdants qui vont beaucoup perdre. Donc il y a une concentration du marché avec de très gros acteurs essentiellement américains. C'est un problème, ça veut dire très forte dépendance vis-à-vis des Américains, qui est rajoutée aujourd'hui notamment avec leur gaz liquéfié là. Ensuite, la captation des bénéfices de l'IA par des grandes entreprises uniquement. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances que les petites entreprises tirent beaucoup de leur épingle du jeu. C'est surtout des grosses entreprises qui vont capter cette valeur et la dépendance de l'IA. Et enfin, les risques cyber que vous imaginez très bien. Je vais juste l'illustrer par un exemple qui m'a été cité par le Crédit Mutuel, par une personne qui s'occupe de l'IA au Crédit Mutuel, qui m'a dit bah, aujourd'hui, typiquement, quel risque, quelle arnaque on a en ce moment. Vous avez une personne qui publie des contenus en ligne, comme moi par exemple sur LinkedIn, je publie une vidéo. Quelques secondes de la vidéo suffisent à capter les mouvements de mon visage et ma tête par des outils d'IA qui existent, qui ne coûtent pas très cher, 25 € pour rien vous cacher par mois. Vous captez l'image de cette vidéo, on reproduit mon visage, il anticipe tous mes mouvements, et vous avez juste à acheter un petit système avec des capteurs que vous reliez à votre ordinateur, et les personnes font des visio Teams, et on ne peut pas détecter à l'œil nu qu'il s'agit d'une fausse personne, puisque c'est moi avec mes visages. Il y a des petits défauts, mais ils sont tellement subtils qu'on ne les voit pas. Donc voilà quelque chose qui est fait en banque. Vous avez votre banquier, vous avez l'impression d'avoir votre banquier en vidéo, c'est pas du tout votre banquier. Voilà. Donc ça, c'est un vrai risque. Quelques chiffres pour comprendre comment ça s'est intégré aujourd'hui dans la société. 64% des entreprises attendent de l'IA une hausse de la productivité. Ça, c'était en 2003. Je peux vous garantir qu'aujourd'hui, on doit bien être à 70-80%. 10% des entreprises françaises en 2024, stade de l'INSEE, déclarent utiliser au moins une fonctionnalité de l'IA. Ça, c'est en France. Au niveau mondial,
McKinsey nous dit en 2025, 88% des entreprises dans le monde utilisent au moins une fonctionnalité d'IA. Vous avez compris ce sur quoi je vais mettre l'accent. L'IA peut faire peur, certes, mais là où on ne peut pas accepter, c'est qu'on prenne plus de retard que les autres, parce qu'on saura se faire manger, vous l'avez compris. Pourquoi? Puisque les Américains dominent largement le marché. Au niveau des emplois, 2 tiers des emplois pourraient être automatisés par l'IA. Stade de Goldman Sachs, pour le coup, je vous enverrai la présentation, le lien est présent, vous lisez l'article, hein, c'est des stats qui sont vraiment travaillées, elles sont costauds. Effectivement, c'est un état de fait. Je vous donne l'exemple de Michelin. Michelin, les premières fonctions dans lesquelles ils vont mettre l'IA, qui va déclencher nécessairement de la suppression de postes, c'est la partie recherche et développement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Il y a l'informatique dedans, la comptabilité, la production et les emplois qui vont être supprimés. Méfiez-vous, ce n'est pas du tout les emplois les moins qualifiés. Au contraire, c'est plutôt des emplois niveau bac+3, bac+5 et même plus ingénieur. Parce qu'en fait, l'IA est capable de réfléchir, d'anticiper, de coder, de faire plein de choses beaucoup plus vite que nous. Donc, si vous voulez développer un programme informatique, vous demandez à ChatGPT aujourd'hui, il y a simplement besoin d'être capable de le lire pour juger s'il est correct. Mais l'IA fait ça beaucoup plus vite que n'importe quel codeur. Et elle a même gagné d'ailleurs l'année dernière, ou cette année, je ne sais plus, le championnat mondial de codage. Donc voilà, ça vous donne une idée de la rapidité de développement. 41% des entreprises prévoient de réduire leur effectif avec l'IA. Alors j'ai assisté à une conférence il y a quelque temps qui était à Clermont-Ferrand, à Turing 22, par un professionnel de l'IA qui me dit que lui, dans son argumentaire, concrètement, il dit aux gens, vous mettez en place des outils d'IA pour 2 petits abonnements, vous remplacez un salarié. C'est un argument qui fait mouche parce que vous vous dites, voilà, un salarié, ça coûte cher, ça va en arrêt maladie et compagnie, l'IA vous coûte rien. Dans la pratique, bien sûr, ça tient pas. Mais en soi, effectivement, c'est un argument qu'il faut entendre aujourd'hui. Ensuite, au niveau de la société, 95% des 18-25 ans utilisent l'IA. Alors, effectivement, les jeunes sont en avance par rapport à nous dans l'utilisation. La question, c'est est-ce qu'ils l'utilisent bien? Donc, on voit que le gouvernement essaie de faire quelques efforts sur ce point en mettant en place des formations IA dans les écoles, mais est-ce que nos instituteurs et nos professeurs sont en capacité d'enseigner sur l'IA? Très bonne question. Quand on voit parfois le niveau en informatique de certains professeurs, on peut s'interroger. En tout cas, il faut se concentrer sur les jeunes qui doivent avoir une utilisation raisonnée, intelligente de l'IA pour en tirer tous les bénéfices et pas en récolter seulement les risques. En 2024, 61% des publications LinkedIn sont rédigées avec l'IA. En 2025, on est définitivement largement au-delà de 61. Mais ça vous donne une idée, c'est partout quoi, l'IA aujourd'hui. Quel est le top 5 des usages? Eh bien là, vous allez voir un changement radical en seulement un an. En 2024, la première utilisation de ChatGPT, enfin ChatGPT et autres, tout ce qui est IA générative, c'était la génération d'idées. Donc, j'ai pas d'idée, je demande à l'IA, ça va m'aider à y voir plus clair. La thérapie accompagnement, donc ça, j'ai des soucis personnels et j'ai besoin d'un coup de pouce de l'IA. Des recherches spécifiques, recherches scientifiques, recherches historiques et autres, sur le droit et compagnie. Édition de texte, j'ai besoin de rédiger un email, de faire un rapport. Explorer des thèmes liés à Internet. Très bien. En 2025, regardez le changement, il est flagrant. Le 1, thérapie d'accompagnement. Donc ça, c'était place 2, c'est devenu place 1. Organiser sa vie. J'ai besoin de faire mon jardin, j'y connais rien, fais-moi un plan de jardin. J'ai besoin d'organiser ma maison, je ne sais pas comment m'y prendre, comment je peux organiser mon salon, est-ce que tu as des idées? Voilà. Et ça peut être des choses bien plus personnelles. Trouver des buts dans sa vie. Je ne sais pas quel métier faire, est-ce que tu peux me donner des métiers par rapport à ce que j'aime dans la vie? Apprentissage amélioré. Bon, là, c'est par exemple un outil que j'ai découvert il y a peu de temps qui s'appelle Practica pour apprendre l'anglais. Vous avez une IA qui peut échanger avec vous et, sur les sujets que vous choisissez et vous faites de la discussion pour 90 € par an. Génération de code informatique. Donc ça monte, hein, vous voyez, c'est pour ça que les informaticiens, pour le coup, au niveau des emplois, il faut qu'ils pensent à se reconvertir ou à beaucoup avancer sur l'IA pour être compétitif sur le marché du travail. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai été un peu vite. Ce qu'on voit, c'est un changement dans l'utilisation. C'est que plus ça va, plus les personnes tentent à déléguer à l'IA leur charge mentale.
Donc ils ont des difficultés dans la vie, ils veulent les déléguer, ils veulent automatiser des choses, donc ils créent des codes informatiques, on délègue à l'IA. Ça fait partie des risques que j'ai cités tout à l'heure. Donc aucun problème pour déléguer, mais il faut le faire en toute intelligence. Donc quelles sont les opportunités maintenant? Alors pour les particuliers, les recherches sont facilitées. Il est vrai que si vous ne savez pas comment fonctionne la résiliation d'un bail pour un loyer, ben, vous cherchez sur Internet, effectivement, vous allez passer peut-être un peu de temps, devoir lire beaucoup de sites, vous demandez à l'IA, vous avez la réponse en quelques secondes et c'est super pertinent. Vous avez des questions sur le droit, c'est plutôt bien fait, il y a des approximations, mais c'est pas mal fait. Donc pour les recherches, c'est très bien. Recherche historique. Donc imaginons des jeunes, effectivement, s'ils ont des recherches en lien avec l'école et tout ça, ça pourrait être super, super intéressant. Ensuite, développement des compétences. Mais effectivement, aujourd'hui, au niveau de l'apprentissage, l'IA prend une place très importante. Alors, à notre grand regret, nous, organismes de formation, mais en soi, force est de constater que c'est des outils qui parfois sont relativement efficaces. Donc je parlais de Practica pour l'anglais ou les autres langues. Effectivement, j'ai vu quelqu'un l'utiliser, j'ai dit: «Oui, oui, j'avoue, c'est pas mal». C'est pas une vraie personne, il n'y a pas d'intuition, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas un échange convivial, donc on s'ennuie un peu avec la machine, mais en soi, effectivement, ça permet de pratiquer, facilement, à moindre coût. Au niveau des organisations maintenant, amélioration de l'efficacité opérationnelle. C'est indéniable, avec l'IA, vous améliorez l'efficacité, aucun doute. J'y croyais pas tout à fait au départ, pour être honnête avec vous. Maintenant que j'utilise l'IA quasi tous les jours, je ne peux pas dire le contraire. Élimination de tâches fastidieuses. Effectivement. Imaginons, vous avez un appel d'offres, vous devez y répondre, vous demandez à l'IA de vous faire une synthèse de l'appel d'offres, d'identifier les critères. Ça prend quelques petites secondes et vous avez votre synthèse. Lisez tous les documents d'un appel d'offres. Ben, je vous souhaite bon courage. Donc effectivement, toutes ces tâches fastidieuses, vous pouvez en déléguer à l'IA. Plus de concentration sur le cœur de métier, c'est tout à fait vrai aussi. Un commercial, ben, si il délègue toute la gestion des emails, par exemple, à une IA, il a le contrôle final, mais la rédaction et tout ça, eh ben, effectivement, elle se concentre sur ce cœur de métier. Je vous donne un exemple du Crédit Mutuel. Les personnes que j'ai eues sur l'IA, au Crédit Mutuel, comme dans beaucoup de banques aujourd'hui, ils reçoivent un mail. Le mail est analysé par l'IA automatiquement et il y a des boutons qui apparaissent en bas de l'email pour déclencher des actions. Donc si l'email dit j'ai besoin de faire un virement de 300 € et souscrire un LEP, eh ben, il a l'applicatif effectuer un virement. Avec le mail, ça identifie automatiquement la personne. Il a juste à cliquer sur le bouton, ça propose le virement. Vous n'avez plus qu'à valider en tant que conseiller. Ensuite, ça génère le modèle de mail en réponse en disant j'ai bien effectué le virement, tatati tatata. Pour le LEP, pareil, vous cliquez sur le bouton, ça crée le LEP et hop, ça consolide l'email final, vous faites envoyer, vous n'avez rien écrit. Donc effectivement, vous êtes concentré, vous, sur cœur de métier qui est d'effectuer le virement, qui n'est pas simplement de répondre au mail. Et enfin, l'amélioration de la qualité, c'est vrai, si et seulement si vous utilisez convenablement l'IA avec la bonne approche, les bons conseils. J'ai quasiment terminé, mais c'est la phase la plus importante, c'est les points d'attention et ce que je vous préconise. Alors pour saisir ces opportunités tout en évitant les risques, il faut utiliser l'IA en conscience et surtout intelligemment. Il ne faut pas dire que l'IA est plus intelligente que nous et donc il faut tout lui déléguer. Mais au contraire, se dire que l'IA, c'est un outil qui va vous aider à être encore meilleur. Et si vous le voyez comme ça, effectivement, ça change un peu la donne. Il ne faut pas souscrire des tonnes d'abonnements. Il y a un risque trop fort de dépendance. Donc si vous souscrivez des abonnements en tant qu'entreprise ou particulier pour dire l'IA va faire à ma place, si c'est juste un abonnement de ChatGPT, pourquoi pas, c'est comme un Netflix ou autre, mais un cumul de ces abonnements, déjà ça a un coût, mais surtout, vous allez déléguer 100% de la tâche à l'IA. Typiquement, je veux développer des images. Vous avez des outils de conception d'images pour une vingtaine d'euros par mois. Ces outils de conception d'images qui sont remarquables, vous faites toutes les images avec l'IA, mais vous êtes incapable de maîtriser la retouche de l'image ou de lui faire changer un simple petit paramètre. Ce que l'IA va produire à votre place. Et donc, quand vous êtes habitué à la production de l'IA, vous avez un regard critique qui devient de plus en plus aiguisé, vous aurez du mal à obtenir exactement ce que vous voulez. Et c'est là où on se rend compte que ça a ses limites et qu'il faut quand même maîtriser son sujet pour déléguer à l'IA et limiter du coup la dépendance. Un expert en création graphique qui utilise l'IA, c'est top pour lui. Tout le temps fastidieux qu'il avait de création, il peut le déléguer à l'IA et toutes les retouches qu'il fait, où il ajoute son expertise, il peut la faire lui-même. Et donc, il accélère son traitement.
Ne pas chercher à tout déléguer à l'IA, avec un risque de perte d'autonomie et de compétences, surtout valable pour les entreprises qui se disent je vais remplacer un salarié par l'IA. C'est pour moi une grossière erreur. Ensuite, la requête qu'on appelle le prompt. Alors, c'est pas très joli prompt, mais en gros, la requête, le texte qu'on va saisir dans l'IA générative, dans ChatGPT par exemple, elle doit être simple que si les résultats attendus sont simples. Donc, fais-moi ci, fais-moi ça. Pourquoi pas? Mais vous aurez une réponse qui va être tout à fait basique et pas contextualisée. Il faut vraiment travailler des prompts complexes et bien réfléchir ces requêtes, faire des requêtes réfléchies pour avoir des résultats pertinents et contextualisés. Et ça ne s'invente pas. Il faut se former pour maîtriser ça. Sinon, on a des résultats qui sont clairement médiocres. En apparence, ils sont bien, ils sont de qualité. C'est ce qu'on appelle ce fameux workslop, cette espèce de soupe où on vous vend un truc, visuellement c'est super, on a l'impression que c'est génial, mais si en fait on lit et qu'on a l'habitude de lire ces contenus de l'IA, on se dit non, mais c'est bidon. Donc attention à ça, il faut apprendre des bonnes requêtes. Et pour moi, l'utilisation de l'IA en intelligence, c'est déjà ça. En intelligence, c'est déjà ça. C'est rédiger des prompts complexes, comprendre comment interagir avec la machine et comment identifier quand elle est un peu à côté de la plaque. Par où commencer maintenant? Et je m'arrêterai sur cette partie-là, donc j'ai quasi terminé. Si vous souhaitiez découvrir, si vous souhaitez découvrir l'IA pour vous l'approprier, ce que je vous conseille, c'est de vous former à la rédaction de prompts. Donc ça peut être une formation type formation payante, comme on propose nous chez 3P Formation. Ça peut être simplement des lectures. Par contre, attention à ce que vous lisez. Il y a beaucoup ce que j'appelle de charlatans de l'IA, en particulier sur LinkedIn. Des gens qui vont vous vendre monts et merveilles avec des prompts clés en main. Il n'y a pas de prompt clé en main. Très honnêtement, un prompt, quand vous le développez concrètement, il est contextualisé avec plein d'informations vous concernant votre entreprise. Si l'IA n'a pas ça, elle ne peut pas travailler convenablement. Donc le prompt standard qui marche pour toutes les boîtes, désolé, mais ça ne marche pas. Chaque problème est complexe. Quelqu'un qui travaille dans l'associatif, j'ai des gens de l'insertion aujourd'hui, des gens de l'industrie, des gens du service, ça n'a rien à voir. Donc vous ne pouvez pas obtenir un résultat standard pour toutes ces structures. Définitivement non. Le ton utilisé dans les mails n'est pas le même, la manière de communiquer n'est pas la même, la charte graphique n'est pas la même. C'est pas possible. Donc il faut des prompts poussés. Je vous enverrai en même temps que la présentation un lien vers un document que j'ai trouvé très intéressant sur un site gouvernemental, donc sérieux, qui explique ce principe de la rédaction de prompt. Il est amélioré selon moi, mais déjà, il vous donne des bases concrètes et solides. Vous pouvez aussi vous amuser à demander à l'IA comment rédiger un bon prompt, mais poussez la démarche. Poussez-le dans ses retranchements parce qu'il va vous proposer une réponse tout à fait standard et très basique au départ, mais en le travaillant beaucoup, vous allez voir qu'un prompt développé utilise un langage informatique, notamment le JSON, ou il peut utiliser le langage Python, ou le format qu'on utilise chez nous qui s'appelle Markdown. Et là, on a des prompts d'un autre niveau et des résultats vraiment à la hauteur. Ensuite, il faut commencer par des choses simples quand on veut automatiser des choses ou utiliser l'IA. Par exemple, synthétiser un document. Vous lui mettez la pièce jointe et puis vous lui demandez fais-moi une synthèse. Il n'y a pas besoin d'un prompt compliqué pour faire ça et c'est terriblement efficace. Faire des comptes rendus de réunion. Aujourd'hui, des outils comme Teams et autres ont un assistant qui fait de la transcription. Tout de suite, d'ailleurs, il y a une transcription qui est en cours de tout ce que je vous raconte qui va être saisi par écrit. Donc si vous voulez faire des comptes rendus de réunion avec l'IA, ça marche extrêmement bien, il n'y a pas besoin de connaissances complexes. Reformuler des textes. Vous avez rédigé un mail, vous n'êtes pas sûr que votre rédaction est top, fournissez-le à l'IA et puis demandez-lui de vous reformuler le texte. Ça, c'est une bonne démarche. Vous avez fait ce travail intellectuel de rédaction et il va simplement vous améliorer votre texte. C'est une démarche intelligente avec des résultats très efficaces. Ensuite, rédiger des mails et des courriers. On est sur un autre niveau déjà, mais qui est encore à votre portée pour des gens en tout cas très débutants. Rédiger des mails, il faut simplement lui donner beaucoup de contexte. Par exemple, lui fournir le mail d'origine. Si vous faites une réponse, donnez-lui le mail d'origine pour contextualiser, dites-lui quels sont vos objectifs. Il n'y a pas besoin de faire un prompt très complexe, mais donnez-lui surtout du contexte. Et là, vous aurez des mails et des courriers qui sont vraiment très bien rédigés. Et je vous l'indiquerai après, pardon, je ne vais pas griller les étapes. Ne pas faire confiance à la qualité apparente, le fameux work slop, qui est le plus gros défaut de l'IA aujourd'hui. Ce qui a fait que dans les 5 premiers jours du lancement de ChatGPT, il y a eu 1 million d'utilisateurs. Ça paraît extraordinaire de discuter avec une machine, mais dites-vous que ça reste une machine. Elle ne fera pas le travail à votre place. Elle va vous aider à le faire, même le faire mieux,
mais vous devez absolument relire les contenus pour conserver le sens que vous voulez véhiculer avec les mots, avec une image, avec une vidéo. Ça, c'est très important pour qu'on garde la main. Ça évite d'avoir des contenus trop homogènes. Vous ouvrez LinkedIn, vous regardez tous les posts qu'il y a aujourd'hui, vous en avez au moins 80%, c'est rédigé avec l'IA et vous le voyez directement. C'est pas personnalisé, c'est très standard avec beaucoup d'émojis. Donc c'est quelque chose, ça peut être une étape de transition, mais il faut ensuite rajouter sa touche personnelle et c'est ce par quoi je clôture. Toujours garder le dernier mot. L'IA vous produit des choses, oui, mais ajoutez votre touche personnelle derrière. Très, très, très important. Alors, je vous enverrai cette présentation, je vous enverrai le petit lien dont je vous ai parlé pour vous aider à rédiger des prompts. Je vais vous présenter 3P en 2 petites minutes. 3P Formation, c'est une équipe donc familiale. 3 personnes sont à l'origine de la création, présentes sur la photo. Donc moi qui suis à gauche, mon frère à droite et ma compagne qui est au milieu, Laetitia. On a créé la structure en 2018, donc ça fait maintenant 7 ans. Le temps passe très vite. Et on est accompagné par une équipe de 2 personnes sur l'encadrement qui s'occupe de l'administratif, Alissa et Hélène, que vous êtes susceptibles de rencontrer, et toute une équipe de formateurs formidables, dont certains qui sont là et que je remercie, qui accompagnent notamment sur les thématiques du numérique et qui peuvent vous accompagner aussi d'ailleurs sur de l'IA. On a des valeurs qui sont fortes chez nous, c'est vraiment ce qui nous distingue de la plupart des structures. On travaille dans l'humain, donc on aime beaucoup travailler notamment avec des associations, avec des gens qui ont des projets qui portent avec le cœur. On accorde une grande importance à l'inclusion, notamment avec les thématiques du handicap, mais pas que. La diversité culturelle est très importante chez nous. La durabilité des compétences, les développements durables, la proximité essentielle et le partage. D'où l'intérêt de ces webinaires, par exemple, qui sont parfaitement gratuits et qui ont plus une vocation pédagogique qu'une vocation commerciale. Nos thèmes de formation. Donc, on va tourner tout ce qui est numérique langue, Microsoft 365, l'informatique numérique, et l'intelligence artificielle qu'on vient juste de lancer, qui va apparaître sur notre site internet dans les prochaines semaines avec une formation avancée qu'on a mis plus d'1 an et demi à développer. On s'est tous formés, on a été très loin dans la démarche pour maîtriser parfaitement le principe des prompts notamment, qui pour nous, c'est vraiment la clé pour maîtriser l'IA, c'est de développer des prompts de qualité. Et aussi une nouvelle formation, donc on fait de l'anglais, mais on a lancé l'espagnol il y a peu. Si vous aviez besoin d'informations ou de quoi que ce soit, voici nos coordonnées. Ils seront partagés de toute façon par mail tout à l'heure. Et si vous aviez besoin d'échanger, même au-delà de simplement une demande de renseignement, si vous voulez échanger sur le sujet, me faire un retour, c'est avec très grand plaisir. J'adore avoir des échanges ensuite avec les personnes. Merci beaucoup pour votre attention. Voilà, je suis vraiment désolé pour le problème technique qui arrive, malheureusement. C'est ce qui montre qu'on est bien des êtres humains et pas des IA. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt et je vous partage tout ça de toute façon par mail. Allez, à très bientôt. Au revoir.